Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la review de l'épisode numéro 3 du live action sur One Piece qui mettait en avant l'introduction du personnage d'Usopp. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce personnage et du reste de l'épisode? Déjà pour commencer, évoquons le début de l'épisode, lorsque Luffy, Nami et Zoro vont partir en quête d'un nouveau navire et pour trouver leur perle rare, ils vont se rendre sur l'île de Gecko, l'île natale d'Usopp. C'est à ce moment-là qu'on va donc avoir la rencontre entre Luffy, Usopp, puis Nami et Zoro qui vont rejoindre Luffy. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup de l'introduction d'Usopp? Dans la globalité de l'épisode, le personnage est plutôt bien développé, bien mis en avant. Il est vrai qu'on voit directement que c'est un baratineur, un menteur, et que les histoires qu'il peut raconter à certains personnages, notamment au personnage de Kaya, sont tout simplement fausses. C'est de l'imagination, c'est du pur mensonge. D'ailleurs, c'est ce qui va se retourner contre lui en fin d'épisode, parce qu'à force de mentir aux personnes, plus personne ne le croit. Il se pose même cette question, pourquoi personne ne le croit? Tout simplement parce que tu as trop raconté d'histoires. Il dit à chaque fois que les pirates vont venir sur l'île de Gecko, sauf que ça ne se produit pas. Et forcément, le jour où ça arrive, quand c'est réel, là, les personnes ne vont pas le croire, puisque tout simplement, tout ce qu'avait pu dire à l'époque Usopp, ça ne s'est jamais produit. Alors pourquoi ça arriverait maintenant, alors que là, pour le coup, c'est réel? Et c'est ça qui met un peu une tragédie au personnage d'Usopp dans son développement par rapport à l'épisode, c'est qu'on comprend pourquoi il ment. Il y a quelque chose derrière ce mensonge, derrière ces baratins. On comprend que ça a un lien avec son histoire familiale, en lien avec l'état de sa mère qui est morte très jeune, mais aussi en lien avec son père Yasopp. On apprend d'ailleurs que Yasopp est un membre de l'équipage de Shanks, un membre qu'a connu Luffy, puisque celui-ci dit à Usopp qu'il a connu son père. Restons concentrés quand même sur le développement d'Usopp, parce que c'est le personnage clé de cet épisode qui donne le ton aux différentes atmosphères que va traverser cet épisode, du début jusqu'à la fin. Les mensonges d'Usopp vont se retourner contre lui, mais vont aussi se retourner contre les autres personnages. Forcément, il ne peut pas aider Luffy et ses compagnons, puisque personne ne veut s'allier à Usopp, puisque personne ne croit en ces histoires, comme quoi il y a des pirates sur l'île de Gecko. Donc au final, l'atmosphère tourne autour d'Usopp. Et ce qui est très intéressant, pour rester un peu concentré sur son développement, c'est que ce personnage, on nous explique vraiment les raisons de son comportement. Comme je l'ai évoqué, c'est en lien avec son histoire familiale, mais en plus de ça, on nous rajoute un développement au niveau de sa personnalité, au niveau de son caractère, et le fait qu'il veuille du bien au personnage de Kaya. Ça fait un tout qui prend très bien sur la globalité de l'épisode. Comme je l'ai dit, c'est un personnage qui dicte le ton sur cet épisode, qui nous dicte les émotions qu'on va ressentir. Par moments, on va avoir des scènes humoristiques, des scènes plutôt drôles à cause de ses baratins, on va avoir des scènes plutôt tendres par rapport à sa relation avec Kaya, des scènes de développement par rapport à Luffy et ses compagnons avec leurs rencontres qu'ils ont pu faire avec Usopp, et on a des scènes plutôt sombres d'action sur la fin de l'épisode, centrées sur Usopp, avec d'autres personnages comme Zoro et Kuro. Justement, parlons du personnage de Kuro. J'ai un petit problème avec l'introduction de ce personnage. Alors en soi, il est plutôt stylé, les scènes d'action, les petites scènes d'action qu'on a eues avec lui sont plutôt intéressantes, et son pouvoir est plutôt stylé. Néanmoins, je trouve que son pouvoir, il y a quelque chose d'improbable à un moment donné, on va en parler après, mais on va rester sur le problème que je vais vous citer sur le personnage de Kuro. C'est l'intrigue. Généralement, quand il y a une intrigue, le but c'est de la faire durer avec du suspense et ne pas tout dévoiler directement. Le souci, il va être ici. C'est qu'au niveau de l'intrigue de l'épisode 3, au niveau de son lancement, au niveau des enjeux, on est directement cramé. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la mise en scène, tu sais clairement qu'en voyant Kaya arriver avec son serveur, tu sens que son serveur, il veut le mal de la jeune fille. Tu sens qu'il ne veut pas que du bien. Cette mise en scène, on l'a souvent déjà vu dans un film. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans le manga et dans l'animé, mais ça en format, dans cette mise en scène, on a souvent vu ça. Donc au final, au niveau des enjeux, tu sais ce qui va arriver, tu sais qu'à un moment donné, le serveur va être mis à mal et qu'on va découvrir ses véritables intentions. Il convoite les biens de la jeune fille, il convoite les biens de Kaya. Mais le problème, c'est que d'entrée, tu le sais, c'est déjà mort. Et là, tu perds vraiment du temps sur le développement de l'intrigue. En soi, le personnage, il est plutôt intéressant, voire même très intéressant. Il nous est présenté comme quelqu'un de froid, qui n'hésite pas à manipuler, à prévoir tous ses coups pour arriver à ses fins. On voit aussi un personnage qui n'hésite pas à tuer d'autres personnes qui vont se mettre au travers de sa route. On l'a vu avec le personnage de Merry. D'ailleurs, il y a quelque chose qui ne me va pas avec cette scène en rapport avec la mort de Merry. Kuro a tout le temps, avec l'aide de ses coéquipiers, de se débarrasser du corps de Merry. Et là, tu ne sais pas pourquoi, il va réagir, il va attendre bizarrement que Zoro et Usopp
arrive dans la cave à vin pour se débarrasser d'eux et se débarrasser du corps de Mary. Alors qu'il avait largement le temps de dissimuler ce meurtre et éviter qu'il tombe sur Zoro et Usopp. D'ailleurs, on va parler d'autres facilités scénaristiques. La fuite d'Usopp pour échapper aux mains de Kuro. Faut en parler 2 minutes. Juste avant, tu nous montres que Kuro est capable de se déplacer rapidement. Alors je ne sais pas si c'est de la téléportation ou juste de la vitesse rapide, mais dans tous les cas, il peut choper Usopp 40 fois. Même avec les yeux fermés, tu peux choper Usopp. Là, tu laisses clairement partir Usopp, parce que Usopp va être un peu le détonateur de cette intrigue. Donc il faut le laisser en vie et il faut le laisser s'échapper. Surtout pour que la marine tombe sur lui à un moment donné. Donc là, clairement, facilité scénaristique et ça se voit complètement. Autre point très farfelu, c'est comment Zoro a été écarté. Zoro a été mis KO par les coéquipiers de Kuro en lui cassant une bouteille derrière la tête. Ils n'ont même pas pris le temps de vérifier si Zoro était mort. Pire, ils l'ont mis dans un puits avec le corps de Mary et derrière, ils ont envoyé les sabres de Zoro dans le puits où se trouve Zoro. Là, en gros, c'est une scène pour te dire Zoro réessaye au prochain épisode de combattre Kuro. Là, pour moi, ça ne me va pas parce que tu montres le personnage de Kuro comme quelqu'un de calculateur, manipulateur et qui prévoit tout. Là, tu fais ça avec la scène concernant Zoro, ça ne passe pas, ça décrédibilise ce que tu as construit avec l'introduction de Kuro. Et comme je l'ai dit avec son pouvoir, il aurait pu choper Usopp à côté. Donc là, ce sont des facilités scénaristiques pour laisser les amis de Luffy, ses compagnons, résoudre l'intrigue par la suite. On a aussi la scène d'avant, la scène où ils sont tous dans la cuisine, Usopp, Zoro et Luffy. Comme par hasard, ils ont tous une fringale à ce moment-là. Alors oui, pourquoi pas, ça pourrait arriver, mais là, c'est une succession de coïncidences. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, comme par hasard, t'as Luffy, il a hyper faim, il est capable de tout bouffer, il va bouffer une marmite remplie de poison. Alors la question je me pose, vu que Kuro est quelqu'un de très manipulateur, très calculateur, comment se fait-il que ses coéquipiers, ses membres, aient laissé le poison dans la cuisine au lieu de le ranger? Là, évidemment que quelqu'un allait tomber dessus. Et en plus de ça, Luffy, il a tout bouffé. Ça aussi, c'est pas crédible. Là, il faut faire avancer l'intrigue. Donc, t'es obligé de mettre des facilités scénaristiques pour que les personnages se retrouvent à un moment donné au point B, là où l'intrigue va prendre son essor. Dans les premiers épisodes, je suis d'accord, il y avait des facilités scénaristiques. Mais c'était de temps en temps. Et c'était plutôt subtil. Là, vrai défaut de cet épisode pour moi, c'est le seul vrai point négatif, c'est que pendant 10-15 minutes, comme je l'ai évoqué, c'est vraiment une succession de facilités scénaristiques pour que les personnages aillent à un endroit précis à un moment donné afin que l'intrigue continue. Ça pour moi c'est une vraie problématique. Après ça reste compréhensible. Pourquoi ? Parce que c'est toujours compliqué d'adapter un manga, un format d'origine en format live action. Donc sur ce coup-là, ce point négatif peut s'expliquer. On ne peut pas tout récupérer en termes d'éléments appartenant à une œuvre pour transformer ça en live action. Il faut faire des concessions et par moment, pour lier les éléments, il faut des facilités scénaristiques. Au-delà de l'intrigue principale qui tourne autour de Usopp et de Luffy ainsi que de leurs compagnons, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi les scènes secondaires, notamment une par rapport à la relation entre Garp et Koby qui continue d'être développée. Tu sens que Garp apprécie Koby et tu sens qu'il perçoit le potentiel de son cadet. Il n'hésite pas d'ailleurs à le promouvoir en tant que chef des cadets. Une promotion de carrière très rapide pour le personnage de Koby. On voit vraiment sur cette scène-là, sur les différentes scènes qui nous sont proposées avec Garp et Koby, on voit vraiment l'assurance qu'est en train de prendre Koby et le personnage de Garp qui reste fidèle à ses valeurs. Et il essaye de les inculquer au personnage de Koby. Au final, les deux personnages, ils sont plutôt complémentaires. Parlons maintenant de l'introduction d'un personnage, d'un méchant qui fait son apparition dans cet épisode sous les yeux de Baggy, c'est le personnage d'Arlong. Et il inspire la peur, ce personnage, grâce à l'interprétation de Baggy dans cet épisode, même si on le voit très peu, mais aussi grâce à l'interprétation qu'il a eue dans l'épisode précédent. Parce que Baggy, souvenez-vous, dans l'épisode 2, il faisait peur à tout le monde, sauf à l'équipage de Luffy, notamment ses amis. Là, voir Baggy faire dans son froc, simplement en voyant Arlong arriver, ça c'était hyper bien fait. Parce que si tu commences à avoir peur de Baggy par rapport à sa personnalité, par rapport à ce qu'il est capable de faire, et que tu vois ce personnage en train d'avoir peur d'un autre personnage, ben forcément tu crédibilises le personnage d'Arlong. Et ça c'était hyper bien fait.
son arrivée est complètement réussie. Alors au niveau de son design, il est vrai que le flow qu'il a dans cet épisode se mélange au décor du chapiteau de Baggy. Donc ça passe plutôt crème. Ça reste à voir avec une autre scène, une scène plutôt de jour pour voir un peu ce que vaut le personnage d'Arlong. Et c'est vrai qu'au niveau de son nez, c'est plutôt bien fait. C'est vrai qu'il y avait énormément de débats parce que le nez aurait pu être un petit peu plus long. Mais en soi, ça passe plutôt bien. Et comme je le dis souvent, tu peux toujours faire mieux, que ce soit au niveau de la CGI, au niveau du design des personnages, au niveau des costumes. C'est vrai que pour certains personnages, t'as l'impression que les acteurs, ce sont eux-mêmes les personnages, limite, ils ne font qu'un. Et c'est vrai que pour d'autres, t'as l'impression que c'est vraiment un cosplay à ce moment-là. Oui, tu peux faire mieux, mais en soi, la qualité est déjà plutôt bonne. Par contre, je vais revenir 2 minutes sur le personnage de Baggy. Il y a quelque chose de très bizarre. 2 choses. Première chose, comment il a fait pour se libérer alors que ses mains, ses pieds et tous ses autres membres étaient dans des coffres. Alors peut-être que c'est le personnage qui accompagne Arlong qui a libéré Baggy, c'est possible. Mais la deuxième chose, il faudra m'expliquer pourquoi Luffy, Nami et Zoro ont libéré les personnes qui se trouvaient dans le chapiteau et qui étaient sous l'emprise de Baggy pour au final laisser Baggy dans le chapiteau et lui laisser une possibilité de reprendre le contrôle sur la ville et ses habitants. Ça aussi, c'est vraiment bizarre comme scénario. En vrai, l'épisode est plutôt sympa, j'ai bien apprécié de le voir entièrement, même si par moments il y a des petits points négatifs par rapport à l'évolution de l'intrigue due aux facilités scénaristiques, mais en soi, il y a beaucoup de points positifs à côté, notamment des subtilités. On voit le personnage de Zoro avec un manque d'orientation, ça c'est fidèle à l'œuvre d'Eiichiro Oda. On a aussi l'évolution de Nami qui continue. Souvenez-vous, à la fin de l'épisode 2, on pouvait comprendre qu'elle travaillait pour quelqu'un d'autre, donc elle fait un double jeu par rapport à Luffy et Zoro. Au début de l'épisode, on a un petit rappel par rapport à ça, mais on voit qu'elle est en train d'évoluer à la fois aux côtés de Kaya, par rapport à leur discussion, et elle évolue surtout aux côtés de Luffy et de Zoro. D'ailleurs, j'aime beaucoup le duo, l'amitié qu'il y a entre Nami et Zoro. Je trouve ça hyper sympa à suivre, de voir comment les deux se comportent l'un envers l'autre. Je me pose aussi cette question, je me demande si Zoro n'est pas au courant que Nami cache quelque chose. Parce que le début de l'épisode, il est quand même malgré tout assez louche. Le personnage de Zoro dit qu'il y a une fuite dans le bateau, mais il ne sait pas où c'est. Je pense qu'il sait où c'est, et je pense qu'il a découvert la cachette des outils de Nami, pour qu'elle puisse contacter une autre personne et donc faire défaut à Luffy et Zoro. Peut-être que Zoro n'a rien dit à Nami aux côtés de Luffy pour éviter de décevoir Luffy par rapport à la confiance que place Luffy en Zoro et Nami. Ce sera très intéressant de voir si Zoro a capté quelque chose dans les prochains épisodes. Peut-être qu'il a rien capté du tout. J'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que cet épisode vous a plu également. Je vous invite à donner votre avis en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.